Attention, on pourrait avoir une énorme surprise, et c'est ce qui me ferait très plaisir, non pas pour moi, mais surtout pour le parti, parce que ça voudrait dire que les Français ont enfin ouvert les yeux et qu'ils ont compris tout l'enjeu du discours de François Asselineau porté sur cette liste Asselineau-Frexit. Non, pas du tout déçu, au contraire, ô combien honoré. Moi, ça fait que 6 mois que j'ai repris la délégation, j'ai quasiment repris de zéro, donc je débute totalement en politique, puisque j'ai été comme beaucoup de Français, quand on discute avec les gens sur les marchés, les réunionnais, ils nous disent oh, voilà, moi la politique ça m'intéresse pas, je crois plus du tout en ça, et j'étais comme ça, jusqu'à ce que je découvre François Asselineau et son discours. 13e sur 81, c'est quand même plutôt bien. Non, non, c'est un honneur pour moi de pouvoir porter les couleurs de l'UPR. Si nous étions en Allemagne, ou dans certains pays de l'Union européenne, 1% suffirait. C'est-à-dire que François Asselineau serait déjà, depuis 5 ans, député européen, puisque nous avions fait, comme je vous le rappelle, 1,2%. Malheureusement, nous sommes en France, et de manière inexplicable, allez savoir, la construction européenne qui soi-disant est une égalité entre tous les pays, eh bien en France, comme je crois qu'il y a un seul autre ou 2, 3 autres pays qui sont dans ce système-là, il nous faut 5% pour pouvoir avoir 5 candidats. Et après, en général, c'est 1%, donc 6%, 6 candidats, 7%, c'est à peu près ça. Donc il y a déjà ce scandale, quelque part, qui a une inégalité dans les pays. Et puis notre objectif, bien sûr, c'est d'obtenir ces 5%. Et tous les indicateurs sont au vert, puisqu'on voit dans la réunion publique que fait François Asselineau que toutes les salles sont pleines. D'ailleurs, à tel point que lorsqu'il est venu ici, il y a 1 mois à La Réunion, nous avons fait une réunion publique à Saint-Pierre, il y avait 160 personnes, quand au même moment, il y avait Madame Le Pen qui était là, et qui a eu du mal à obtenir une centaine de personnes. Respecte le peuple américain, c'est un grand peuple qui doit être notre partenaire, et c'est plutôt au gouvernement américain et ce qu'on appelle l'État profond qu'on en voudrait plus, c'est-à-dire avec ses visées tout simplement impérialistes, on peut pas appeler ça autrement. En aucun cas nous devons être les vassaux des États-Unis, et c'est ce qui se passe en ce moment sur un plan économique, mais également sur un plan militaire avec l'OTAN. C'est pour ça que nous voulons sortir et de l'Union européenne et de l'OTAN. J'étais vraiment pas versé par la politique. Voilà. Je considérais que les hommes politiques ne travaillaient pas déjà pour l'intérêt des Français, même si c'était latent comme ça et que j'en avais pas vraiment conscience. Et donc, petit à petit, j'ai pris conscience que aujourd'hui en France, il y a un parti unique, avec son aile gauche, LFI, son aile droite, le Rassemblement national, et au milieu, tout le reste. L'UPR, l'Union populaire républicaine, est le seul parti qui s'inscrit en dehors de ça, et qui demande justement à ce que la France retrouve sa souveraineté de par le Frexit et de par la sortie de l'euro et de l'OTAN. C'est une évidence, mais je vous fais remarquer que de par les accords de Schengen, ça n'empêche aucunement les membres, justement, les habitants de ces pays voisins, de venir en France, de venir n'importe où. Donc on limite en rien le flux migratoire, d'autant plus que, si on peut appeler ça un flux migratoire, puisque ce sont des citoyens européens, et donc fatalement, ils ont la possibilité d'aller et venir. Et je vous rappelle que le flux migratoire, par contre, extérieur à l'Europe, est favorisé par l'Union européenne. La France, historiquement, est plus tournée vers les anciennes colonies que sont aujourd'hui les territoires d'outre-mer. Et donc, nous devons nous rapprocher de ces pays-là, de façon à pouvoir les aider à se développer, et puis, surtout, quelque part, avoir la réflexion de se dire que, en suivant l'Union européenne, en suivant les États-Unis, en suivant les pays occidentaux, nous sommes aujourd'hui à une bascule d'épaule. Nous avons le vieil Occident qui est en train de mourir, emmené par les États-Unis, qui nous emmène donc vers des guerres de rapine pour s'approprier les richesses des autres pays, des guerres qui ne sont pas les nôtres.
Et puis, nous avons d'un autre côté les BRICS, les pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le S pour l'Afrique du Sud, très proche de nous d'ailleurs, qui sont en train de se développer et qui ont pris le dessus à tous les niveaux. Sur un plan économique, le PIB aujourd'hui du G7, alors qu'il était dans les années 80 de 59%, il n'est plus que de 29%, soit presque la moitié, donc pour les pays occidentaux, alors que les BRICS sont à 39%. Au niveau de la population, nous avons l'Occident, donc le G7, qui culmine à 800 millions d'habitants, alors que les BRICS sont à 3 milliards d'habitants. Et il en est de même pour les réserves énergétiques, puisque nous avons les Occidentaux qui n'ont quasiment plus rien, si ce n'est le Canada, et puis les BRICS qui par contre ont 5 fois plus de réserves énergétiques, j'entends par là les hydrocarbures principalement, que le G7. Et si le Venezuela rentre dans les BRICS auront 7 fois plus de réserves énergétiques que l'Occident. Donc l'Occident est en train de mourir à tout niveau, d'ailleurs également des histoires culturelles. Et il est de l'intérêt de la France de se tourner vers les BRICS, de se tourner vers nos anciens partenaires pour pouvoir regarder vers l'avenir. Parce que je vous rappelle que la francophonie est tout de même en train de se développer dans les pays africains, puisque on estime qu'à horizon 2070, il y aura 700 millions de locuteurs français en Afrique. Et ces pays sont également en train de se développer économiquement. Donc nous avons tout intérêt à regarder vers ces pays-là et à nous détacher de l'Occident, symbolisé par l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va plus travailler avec ces pays-là. Ça restera des pays voisins, ça restera des partenaires, mais nous devons absolument retrouver notre souveraineté, n'être tributaire de personne, ni des États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, ni de la Russie, ni de la Chine. Nous n'avons que des partenaires et nous voulons travailler avec ces pays-là, avec tous les pays du monde entier. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement, vous l'avez souligné, c'est surtout l'agrobusiness qui est favorisé par cette politique agricole commune, et tout cela est voulu par les traités, notamment les traités 38-39 du fonctionnement de l'Union européenne, qui nous parlent que de productivité. On ne parle pas de la protection des exploitants agricoles familiales dans les milieux ruraux, on ne parle pas de la qualité gustative dans nos assiettes, on ne parle pas de développer le bio, on ne parle pas donc du bien-être animal, on ne parle que de productivité, de rentabilité, de fric. La PAC est tellement formidable que depuis 1960, c'est-à-dire depuis la création de, globalement, on va dire l'Union européenne, traité de Rome 1957, ça a été les prémices, eh bien, à l'époque, en 1960, nous avions 2 850 000 exploitations agricoles en France, essentiellement bien sûr familiales. Aujourd'hui, alors que l'Union européenne, soi-disant, soutient l'agriculture, il ne nous en reste plus que 380 000. Les exploitations familiales agricoles françaises sont en train de disparaître à la faveur de l'agrobusiness. Donc nous disons qu'il faut retrouver une agriculture solide et aider tous ces petits exploitants agricoles à lutter contre ce fric, cette rentabilité qui est le leitmotiv de l'Union européenne, que l'on retrouve également dans le cadre des traités de libre-échange, les traités de libre-échange qui sont scandaleux puisqu'ils défavorisent et mettent en position de concurrence déloyale nos agriculteurs, qui se retrouvent donc en concurrence avec des pays comme par exemple bientôt d'Amérique du Sud, qui vont inonder le marché avec des pays qui sont cultivés avec des normes qui ne sont pas du tout les nôtres, voire sans normes, sanitaires notamment, et également avec des coûts du travail très bas. Donc les agriculteurs vont se trouver en concurrence déloyale et encore une fois vont être pénalisés par ce genre d'accord. Donc il faut arrêter ça et il faut protéger notre agriculture en leur donnant les moyens, arrêter avec ces quotas stupides, arrêter avec ces normes stupides. L'agriculture est en train de mourir sous des normes complètement folles et en plus la France systématiquement a pour habitude d'appliquer les normes toujours, vous savez, en termes de directives européennes, l'Europe donne toujours une fourchette. Eh bien, la France applique toujours la fourchette la plus haute. Et nos agriculteurs, eh bien, écoutez, sont en train de disparaître, sont désespérés. Je vous rappelle que tous les jours, nous avons 2 agriculteurs qui se suicident en France. Voilà ce que c'est l'Union européenne et voilà ce que c'est la PAC.
l'a vu lors du débat, mais alors inique, entre M. Attal et M. Bardella, sur une chaîne en plus publique, où on a désigné tout simplement aux Français, aux Réunionnais, eh bien, les deux listes pour lesquelles il fallait voter. En quoi monsieur Attal était-il légitime pour représenter la liste de Mme Hayet? Pourquoi Mme Hayet n'était pas face à M. Bardella? Et pourquoi ces deux listes? Mme Hayet avec sa liste ou M. Glucksmann avec sa liste, au niveau des sondages, on nous a dit que c'était les sondages, ils sont quasiment à égalité. Pourquoi c'était pas M. Glucksmann qui était à la place de M. Attal? Et pourquoi M. Attal, puisqu'il était Premier ministre, s'il voulait s'inviter dans cette campagne électorale, pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu les 35 autres têtes de liste des 35 autres listes? Donc on est sur un déni de démocratie total, et je pense que les Français et les Réunionnais ont bien compris, justement à l'aune de ce débat, qu'on était en train, c'était un foutant, quoi, tout simplement.